Écoutez, merci à tous d'être là pour cette nouvelle édition de nos sessions Nine Lives. Donc on a déjà parlé de produits, on a parlé de sales, de vente, et aujourd'hui en fait on va parler du sujet de l'IA. Alors l'IA c'est intéressant, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on est dans la hype curve de Gartner. Il y a des gens qui vont dire « Ouh là là, l'intelligence artificielle générale arrive, l'humain ne sert plus à rien ». D'autres, vous en faites peut-être partie, qui ont essayé le truc pour de vrai, qui se disent « Oui, bon, c'est pas si merveilleux que ça ». Et on est quelque part. Et dans tout ce buzz, en fait, d'un point de vue plus pragmatique, les CEO avec qui je travaille, ils se posent tous la question « Il y a ce machin-là qui arrive. D'un point de vue stratégique, qu'est-ce que ça veut dire pour ma boîte ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de gains potentiels en interne, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de bouleversement du paysage concurrentiel ?» Et alors, du coup, je ne pouvais pas ne pas regarder. Et j'ai essayé de regarder ça à la ligne. Et la ligne, ça veut dire quoi ? Par le terrain, en manipulant l'objet concrètement. Pour que vous voyez un peu d'où je viens, je fais plusieurs choses. Donc ceux qui me connaissent bien savent que je fais un jeu vidéo avec mon fils le soir, le week-end, depuis 1 an et demi. Donc j'ai dû faire 1 millier d'images, d'icônes pour le jeu. Tout ça, c'est de l'IA. Donc j'ai recommencé à coder il y a 1 an et demi. Depuis le début de l'année, en fait, on fait ça avec l'IA. Sur les 3 derniers mois, je pense que, je dirais 75-80% du code qu'on fait pour le jeu, maintenant, c'est fait par une machine. Donc, on a appris vraiment à travailler. On est plus 2 dans le projet, on est 3. Et donc j'ai l'expérience personnelle de travailler avec une IA dans l'équipe. D'un point de vue plus, je dirais, équipe business, je me suis aussi intéressé il y a tout un tas d'outils de workflow qui sont en train d'émerger, qui permettent en fait à des équipes métiers de créer des automatisations. Donc là par exemple c'est une exploration pour des conseillers en gestion patrimoniale. On a travaillé sur un outil pour rééquilibrer en fait des portefeuilles. Pour ceux qui ont fait les programmes en fait de l'Académie Learning to Scale, vous avez tous utilisé notre plateforme iKnow qui tient en fait tous nos supports de cours depuis quelques mois. Grâce à l'IA, je suis en train de travailler sur la prochaine génération de cette plateforme pour en faire un assistant en fait IA pour vous coacher à la résolution de problèmes avant que vous nous parliez pendant les sessions. Et du coup, toutes ces expériences-là m'ont fait vraiment basculer. Je passais vraiment de l'autre côté. Il y a 1 an et demi, j'avais déjà fait des tests, j'avais codé un peu, j'avais fait des choses comme ça. Je me suis dit, oui, bon, c'est pas génial. Là, j'ai vraiment changé de perspective. Il y a des gens qui disent que l'arrivée de l'IA, c'est du même ordre que l'arrivée d'Internet ou l'arrivée du téléphone mobile. Et je suis vraiment dans ce camp-là. C'est vraiment quelque chose de radical qui est en train d'arriver. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est au-delà de la partie mode, au-delà des fantasmes en fait, qu'on va déclencher, l'IA ça reste un outil en fait. Et ce que je voudrais voir, c'est, alors pas tellement du côté ingénieur, côté tech, ce que ça veut dire, parce que c'est un sujet qui est assez avancé. Je veux dire, il y a 2 familles. Soit les ingénieurs, les développeurs, ils sont déjà, ça sert à rien que j'en parle, soit ils ne sont pas, de toute façon personne ne peut rien pour eux, ils sont foutus. Non, ce qui va m'intéresser plus, en fait, c'est toutes les équipes métiers, les gens qui sont au commerce, les gens qui vont faire la gestion de produits dans le e-commerce, les gens qui vont faire du marketing, qui vont faire des opérations, qui vont faire du support client. Donc ce qui va m'intéresser dans ce qu'on va voir ensemble, c'est ce que ça veut dire l'IA, en fait, pour toutes les équipes métiers dans nos entreprises. Et ce que je voudrais faire, c'est regarder ça sous l'angle Lean, bien sûr, et plus précisément sous l'angle du Kaizen, parce que j'en suis arrivé à la conclusion que l'IA va être un formidable outil de Kaizen pour nos équipes métiers. Et pour faire ça, ce que je voudrais faire, c'est reprendre le format des 9 Lives. Pourquoi ce format ? C'est un format que j'aime bien, parce qu'il permet de provoquer, il permet de provoquer la réflexion, et il permet de provoquer aussi, je l'espère, la discussion. Donc on est parti pour 9 mensonges. On y va ? Première idée fausse, le premier mensonge, c'est celui selon lequel l'IA en fait va être une opportunité de faire du gain de temps. Et ce que je vois faire beaucoup, c'est les CEO qui vont demander à un freelance, à un expert IA, tiens, tu pourrais pas aller voir un peu ce que font les équipes, regarder s'il n'y a pas des tâches répétitives qu'on pourrait automatiser pour faire du gain de temps.
Donc ça va être typiquement, on a des équipes de commerciaux, ils passent du temps à essayer de se renseigner sur le client, en fait non c'est pas vrai, avant d'arriver pour le premier rendez-vous commercial. Ça va être pour les équipes support, comment est-ce qu'on peut leur faire de l'outillage qui leur permet de diagnostiquer plus vite, de répondre plus facilement aux clients. Ça va être au côté marketing, comment faciliter, accélérer la production de matériel marketing. Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez en fait dans cette approche de se dire regardons ce qui est répétable et ce qu'on peut automatiser, en fait il y a une erreur de raisonnement fondamentale, je ne sais pas si vous la voyez. L'erreur de raisonnement en fait c'est qu'il y a un saut intellectuel entre le fait, le saut intellectuel c'est parce que j'ai automatisé quelque chose alors j'aurai un gain business. Le gain business qui va nous intéresser fondamentalement c'est un gain de productivité. Donc je n'ai de gain au final, de gain réel en tant qu'entreprise, il y a deux scénarios, soit en fait à équipe fixe, j'ai produit plus de pièces, soit si l'équation en fait, la productivité, c'est j'ai un nombre de pièces par effort, j'ai gagné si j'ai plus de pièces qui sortent à équipe égale, ou si je fais le bon nombre de pièces avec moins de gens. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir un vrai gain. Et donc l'idée de se dire, parce que j'ai automatisé un truc, j'ai fait changer cette équation-là, en fait, est fausse. Elle est fausse, et quand on le fait sur le terrain, alors ça pour le coup c'est mon métier, d'aller sur le terrain, regarder, trouver du potentiel d'amélioration, et la plupart d'entre vous ont fait l'exercice. Si vous essayez de comprendre vraiment ce qui empêche de sortir plus de pièces, ce que vous allez réaliser, c'est que les obstacles ne sont pas du tout, en général, des questions de tâches répétitives qui prennent du temps. Les obstacles, souvent, c'est en fait, il y a eu un défaut, il y a eu une erreur qui fait qu'on est obligé de reprendre le truc plusieurs fois. Ça veut dire que les gens butent sur quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Et donc l'idée selon laquelle, parce que j'automatise un truc, je vais avoir un gain de productivité, en réalité, pas tant que ça. Et si je tire un cran plus loin et que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui empêche d'augmenter la productivité, ce que je vais voir, c'est que le vrai enjeu, ce n'est pas l'automatisation de tâches répétables. Le vrai enjeu, c'est d'arriver notamment à faire la qualité bon du premier coup. Et ça, c'est autre chose. Mais en fait, on peut aller encore plus loin. On peut aller plus loin et se demander si le fait même de vouloir augmenter la productivité est une bonne façon de poser le problème de l'IA. Pourquoi est-ce que je dis ça? Imaginons que vous travaillez maintenant, dans les 6 mois qui viennent, dans l'année qui vient, à essayer d'augmenter la productivité de vos équipes. Très bien, vous aurez certainement un gain. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si pendant que vous faites ça, vos concurrents, eux, sont en train d'améliorer leurs produits, d'améliorer leur offre? Donc pendant que vous êtes en train de vous regarder le nombril et essayer d'optimiser en interne, ce qui va se passer, c'est que vos concurrents vont se pointer sur le marché avec une offre bien plus sympa que la vôtre. Et votre optimisation, en fait, vous allez voir qu'elle est très très bien, mais il y a de moins en moins de clients qui rentrent. Et il va se passer quelque chose de désagréable. Ce qui fait que la vraie question du lean, faire du lean, en fait, regarder l'IA sous l'angle du lean, ça va être un exercice de relever le nez. Je passe de il y a un truc que je peux automatiser à non, je vais essayer de créer plus de pièces, plus de productivité. Encore mieux, je vais essayer d'améliorer la qualité. En fait, le vrai enjeu, ça va être comment est-ce que j'arrive à créer plus de valeur. Et donc, créer plus de valeur, ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire enfermer à regarder de l'IA. En fait, c'est quelque chose qu'on va faire en fait en s'intéressant à ses clients. Essayer de comprendre en fait nos clients en fait. Ils veulent plus de quoi? Ils ne le savent pas eux-mêmes, hein, mais qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre produit pour, grâce à ces capacités-là, pour créer plus de valeur. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi il y a peu de gens qui vont là-dedans? Pourquoi est-ce que tout le monde saute sur les gains de temps, l'automatisation? C'est qu'en fait, faire du gain de temps, c'est un problème fermé en fait. Je regarde un truc qui se répète, je vais essayer de comprendre pourquoi, je regarde l'outil. Donc c'est un problème fermé, c'est assez confortable. Par contre, se demander où est-ce que je pourrais mettre de la valeur, ça c'est un problème ouvert. Il n'y a pas de réponse facile. Et ça fait mal à la tête. Donc en fait, mécaniquement, les gens vont se tourner vers de la réduction de coûts, fondamentalement. Et donc, c'est pour ça que je parlais de cadre, de façon d'aborder le problème du point de vue du dirigeant. Si en tant que dirigeant, déjà moi, je commence par poser le problème comme étant un problème de productivité, j'amène mon entreprise quelque part. Si ce n'est pas ce que je veux faire, il faut que je sois très très clair sur la façon dont je vais poser le problème, qui est comment est-ce qu'on crée plus de valeur pour nos clients en se démarquant sur le marché. Je reviens aux jeux vidéo là, que je fais avec mon fils. Donc on fait des playtests, on a le jeu, on fait jouer des gens et on essaie de regarder leurs réactions. Alors on ne demande pas tellement ce qu'ils pensent parce que ça n'a pas de valeur, mais par contre on les regarde faire.
Et souvent, en fait, quelque chose qui ressortait en permanence, c'était « Ah, c'est bien votre truc, ce serait possible de le faire en multijoueur. Tu devrais rajouter le multijoueur. » Alors, pour ceux qui ne sont pas informaticiens, c'est vraiment un truc compliqué parce que 50 fois par seconde, il faut prendre tout l'état du jeu, les angles de chaque os, etc. Envoyer ça dans des petits paquets de moins de 1000 octets, c'est un enfer. Et en fait, pour nous, c'était un truc où il faudrait, on s'était dit, 6 à 9 mois pour le faire. Avec l'IA, on l'a fait en 2 semaines. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir là-dedans, ce n'est pas le fait qu'on est passé de 9 mois à 2 semaines, c'est le fait qu'on n'aurait même pas imaginé de rajouter cet élément de valeur au produit, et c'est l'arrivée de l'IA qui ouvre cette possibilité. Ce qui fait que cette idée sur laquelle l'IA, ça va nous faire gagner du temps, oui peut-être, mais ce n'est pas vraiment la bonne question. La bonne question, ça va être comment est-ce qu'on crée plus de valeur. Lié à ça, une deuxième idée, fausse, de ma perspective, c'est celle sur laquelle c'est un sujet tech. Encore une fois, oui, il faut que les techs s'y mettent, il faut qu'ils réfléchissent à comment faire évoluer le produit, mais à nouveau, je reviens sur qu'est-ce que ça veut dire de se développer en interne avec ça. Alors pourquoi est-ce que ma perspective, une perspective Lean, c'est pas spécialement une bonne idée? Pour le comprendre, en fait, il faut regarder ce qu'on ferait concrètement. Imaginons qu'on se dise, on va avoir des équipes, et où on est une équipe, et on essaie de faire des gains par l'IA. Il faut réfléchir au gain business, il va falloir clarifier les règles métiers, il va falloir trouver des exemples, OK, not OK, des choses qu'on veut réaliser, il va falloir travailler sur l'adoption en fait, de ces méthodes de travail par les équipes. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'essentiel du travail n'est pas un travail qui requiert une capacité informatique. Pas besoin de savoir coder pour faire ça. Alors oui, il y a besoin de savoir coder pour faire l'implémentation des règles, pour pouvoir accéder aux données de l'entreprise, pour sécuriser tout ça. Et ce qui est en train de se passer, c'est que l'arrivée de l'IA, en fait, change cet équilibre encore plus, je dirais, dans la direction du métier. Pourquoi ? Ce que fait l'IA, c'est que ça change l'interface qu'on va avoir avec la machine. Jusqu'ici, je crois en 2023, pour faire de l'outillage informatique, il fallait qu'il y ait des gens qui comprennent ces langages ésotériques. C'était mon métier avant, donc voilà, je faisais partie d'une caste de gens, donc j'avais une tonsure, je faisais partie des scribes qui savaient déchiffrer ce code, ésotérique. Et donc ça, c'est l'informatique avant. Ce qu'on voit à droite là, c'est le système prompt développé par les experts d'OpenAI pour préparer pour leur modèle pour un concours en fait, pour un benchmark. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les gens de la maison mère qui sont en train de travailler à paramétrer leur outil. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est de l'anglais. C'est purement de l'anglais. Donc ce qui se passe avec l'IA, cette version d'IA, avec les Large Language Models, c'est qu'en fait, on développe, et c'est ce qu'essayent de faire en fait les constructeurs, les OpenAI, les Claude, les Gemini, ce qu'ils essayent de faire, c'est de rendre cette technologie-là accessible à des gens sans avoir besoin de comprendre le langage ésotérique. Donc ça change encore plus cet équilibre. Ça naît de cette réflexion-là à travailler avec une des entreprises, là, avec un des dirigeants qui se met au ligne, sur une problématique vraiment purement métier. On est dans le monde du e-commerce. On a une dizaine de gens qui sont des chefs de produits qui gèrent quelques dizaines de milliers de produits, en fait. Il y a une gamme très très large de produits. Ce qu'on voit, c'est qu'une bonne partie de ces produits ne se vendent pas. Ils ne se vendent pas, et quand on regarde, on va sur le gamma, ce qu'on voit, c'est que la façon dont sont formulées les fiches produits, en fait, ne donne pas vraiment envie d'acheter. Elles sont un peu froides, vous voyez ce que je veux dire, c'est une description technique de l'objet qui ne déclenche pas l'envie d'acheter. Et donc là, ce qu'on aurait fait dans le passé, c'est confier ça à des informaticiens. On fait un truc un peu différent, c'est qu'on va travailler avec directement l'équipe métier. Et ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est que le travail sur purement la partie IA, prompt, ça nous a pris, je sais pas, une demi-heure, 1 heure. Par contre, les 2 jours, c'était pour se poser la question de c'est quoi un bon titre là ? Parmi toutes les caractéristiques de ce modèle-là, pourquoi est-ce que je choisis cet argument commercial, cet argument commercial, cet argument commercial ? Vous voyez, l'intelligence en fait qu'il a fallu clarifier, en fait c'est cette intelligence-là, et il n'y a pas besoin de savoir coder pour savoir faire ça. Alors, la raison pour laquelle je pose ça, c'est qu'on est en train d'approcher l'IA
en fait, je dirais, à l'ancienne. Et là, je suis en train d'insister en fait sur l'opposition business-ingénierie, mais je voudrais montrer que c'est un panorama qui est plus large qu'on le croit. Oui, bien sûr, pour faire les modèles IA, oui, bien sûr, il faut des gens dont c'est le métier, il faut des experts, en l'occurrence des experts en maths, des experts en infrastructure, il n'y a aucun doute. Oui, aussi, il faut, quand on va faire des applications internes dont on a besoin qu'elles soient solides, qu'elles soient scalables, qu'il n'y ait pas de défaut, bien sûr qu'il faut aussi là des ingénieurs. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fait un saut direct entre, il y a d'un côté ça, et on va directement à, pour tous les autres, tous les gens dans l'entreprise, c'est vas-y, tu as un chat, je t'ai acheté l'abonnement. D'ailleurs, je vous demande à tous de faire une requête par jour. Non, ça vous parle, vous l'avez croisé. Et ce que j'essaie de dire, c'est que non, en fait, il faut aller plus loin que ça. C'est de se dire que oui, côté business, oui, poser des questions de temps en temps, c'est pas mal, mais il va falloir réfléchir sur comment est-ce qu'on peut changer des tâches, faire des tâches à la machine, et mieux encore, on va y revenir, comment est-ce qu'en fait on peut se fabriquer des outils. Ce qui fait que la deuxième idée fausse sur laquelle, en fait, c'est un sujet tech, non, pas du tout, en fait, oui, mais le vrai enjeu, c'est qu'en fait, non, c'est un sujet qui est plutôt côté business. Alors maintenant, si c'est un problème business, il va falloir bien sûr que les gens du business s'approprient en fait cette technologie, et du coup, ça veut dire quoi? Là, l'idée fausse, c'est de se dire, il va falloir qu'on les forme à écrire des prompts. C'est pas complètement idiot, mais je ne pense pas que ce soit une bonne façon de poser la question. Pourquoi? Alors, vous avez fait l'expérience, vous vous connectez à ChatGPT, vous vous connectez à Claude, vous posez une question et ça vous répond à peu près n'importe quoi. Vous l'avez tous vécu. Donc là, j'ai pris un exemple dans mon monde. J'ai tendu un piège à l'IA. Je lui dis, voilà, le problème sur lequel je travaille, il faut changer d'outil pour gérer nos tickets. Il y en a qui font la résolution de problème dans la salle. Il faut changer d'outil pour gérer nos tickets. Est-ce que c'est un problème bien posé? Alors, comment proposes-tu d'avancer sur sa résolution? Et ce qu'il nous dit, alors il tombe dans le panneau, il dit, voilà, il va falloir que tu fasses un cahier des charges, une matrice de comparaison. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne voit pas qu'il y a une erreur de raisonnement, et il saute direct en vous proposant une façon d'aborder le sujet. Et une façon assez classique. Alors, c'est un problème de qualité. Cette réponse-là ne nous aide pas, en fait. Parce que la personne va la faire, sa connerie. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cette erreur-là? En regardant sur le terrain, en faisant pas mal de sessions là-dessus, avec les dirigeants, pour regarder comment est-ce que les gens réagissent à l'IA, ce qu'on a fini par voir, c'est que fondamentalement, ce n'est pas une question de compétence en prompting, c'est une question de compréhension, de modèle mental, de comment fonctionne cet objet. L'idée fausse, sous-jacente, c'est que en fait, ça ressemble à Google, fondamentalement. Et je l'ai entendu pas plus tard qu'hier matin. Ah tiens, j'ai posé la question à ChatGPT. Et en fait, l'idée, c'est que les gens ont un modèle qui est, je vais poser une question à la machine et la machine va me répondre. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que fonctionne un système. Le modèle mental est différent. Je peux vous proposer un meilleur modèle mental. Donc, un large language model, en fait, c'est une machine, c'est un objet mathématique, en fait, c'est un système stochastique, c'est un système de proba, qui va dire, pour une séquence de mots, de tokens donnés, qui va dire quel est le mot le plus probable. Il était une fois. Donc, la raison pour laquelle on se dit « il était une fois », c'est que, statistiquement, dans tout ce qu'on a entendu depuis qu'on était petit, il était une, le plus souvent, il y avait fois derrière. Alors quand on a ce modèle-là, on comprend mieux en fait ce que fait l'IA. Et on comprend mieux notamment comment est-ce qu'on va faire pour améliorer la qualité. Qu'est-ce qui va déterminer la qualité de la réponse de la machine? Il y a deux choses. La première, c'est le prompt. Par exemple, si j'avais dit juste « il », si je le fais par l'absurde, vous voyez bien que statistiquement, il se passe quoi? Donc l'idée, c'est que je vais avoir un savoir-faire dans donner la séquence d'informations en amont qui va orienter la machine vers une réponse de meilleure qualité. Et il y a un autre élément aussi qui aura une influence là-dessus, qui a une influence sur la réponse, ça va être la façon dont est entraîné ce modèle. Aujourd'hui, dans les dernières itérations des IA dont on dispose, là, en fait en juin 2025, les machines aujourd'hui sont entraînées avec tout Internet, fondamentalement, c'est fait. Okay. Donc ce que vous avez comme système stochastique, comme système statistique, c'est une moyenne de ce que pense Internet.
Donc l'idée, c'est que c'est un truc qui est la moyenne de ce que pense Internet, que vous allez appliquer à une question. Quand on comprend ça, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui est la qualité, qu'est-ce qui n'est pas la qualité, et ça va permettre d'aborder la question sous un angle différent. Je ne vous montre pas d'abord le comment, je vous montre le résultat. Donc je repose la même question. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné des informations en interne, en amont, pardon. Donc ici, j'ai rajouté des choses avant, et je pose exactement la même question. Le problème sur lequel je travaille, il faut changer d'outil pour générer au ticket. Voilà. Je vois que vous présentez une solution, changer d'outil, plutôt qu'un problème concret. Pour appliquer une démarche inefficace, discutable, nous devons d'abord identifier un problème précis. Votre formulation actuelle est une solution déguisée. Nous devons identifier l'événement concret qui vous amène à penser qu'un changement d'outil est nécessaire. Donc en fait, on a une amélioration radicale et qui fait peur aux lean officers dans la salle. On a une amélioration radicale de la capacité de la machine à nous aider. Pourquoi est-ce qu'on a une amélioration radicale? Pas parce qu'on a fait de l'informatique, hein. C'est qu'en amont, ce que je lui ai donné, c'est purement un standard de ce que c'est qu'un bon PDCA. Et donc, dans l'académie, là, on a eu 1200 personnes, je crois. Pour les 1200 personnes qu'on a formées dans l'académie, on fait 3 fois du 5 colonnes. Donc, on a une base de 3000 résolutions de problèmes. En fait, en travaillant là-dessus, on a distillé le savoir-faire, en fait. On sait les erreurs que font les gens, on sait les points clés. Et donc, en fait, cette information-là, on met en bon français, en disant, voilà, l'intention, on voit les points clés vérifiés, on voit les erreurs types. Donc, ce qu'on fait, pour obtenir cette amélioration, je n'ai pas fait de l'IA, je n'ai pas fait du prompt, vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai clarifié le standard de qualité de ce que je lui demande de produire. D'où cette idée qu'avoir du gain, ça va se faire par le travail sur les standards, mais pas que. Parce qu'en fait, quand on joue à ça, et qu'on le fait de manière répétée, qu'on démultiplie les tâches qu'on va confier à la machine, ce qu'on voit, c'est là que sont en train d'arriver notamment les programmeurs, les développeurs qui travaillent, qui dansent avec l'IA, c'est qu'en fait, on va passer du prompt engineering au context engineering. C'est-à-dire que le travail en amont, c'est un travail qui consiste à donner à l'IA tout notre contexte. Plutôt que de prendre l'IA brute, qui est la moyenne de ce que pense Internet, on va donner en amont, dans notre contexte, l'ensemble de nous, en fait, ce qu'on sait sur voilà les standards des pièces qu'on fait, voilà des exemples de pièces OK, not OK, voilà aussi les préférences de nos clients, voilà à quoi est-ce qu'ils sont sensibles. Et donc, le travail n'est pas un travail de prompting, c'est un travail de réflexion des équipes métiers, sur un travail en profondeur sur leurs standards. Quand je le pose comme ça, je laisse subsister une autre idée fausse, qui est celle sur laquelle, quelque part, l'IA est un outil à qui on va faire des requêtes. On va poser des questions, on va faire des requêtes. C'est pas faux, mais c'est dangereux. Dangereux ou c'est pas non plus en fait une bonne façon de poser le problème. J'ai un exemple perso aussi, donc notre enfant, j'ai un garçon qui est en école de commerce, qui vend des fringues sur Vinted pour se faire de l'argent de poche à côté. Il se fait pas mal d'argent de poche. Et en fait, il a du volume, il en fait plusieurs par jour. Et au bout d'un moment, il ne s'en sortait plus avec son Excel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une application qui s'appelle Lovable, je ne sais pas si vous connaissez. Avec Lovable, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit, voilà, je veux faire une application pour gérer un stock de vêtements d'occasion que je revends sur Vinted. Il me faut un dashboard où je peux voir les stocks restants, des rapports sur les ventes du mois, combien de jours il reste. C'est en français. Hein. On fait entrer, on attend à peu près 2 minutes, je crois. Et ce truc-là, en fait, génère tout le code derrière. On peut y aller, c'est du React, c'est du Node derrière, c'est du Supabase derrière. Et en fait, ça génère une application comme le ferait un développeur. Sauf que là où ça, c'était 2, 3, 4 jours de travail, ça a pris, le premier prompt a pris 2 minutes, et après, on va itérer là-dessus. J'avais écouté aussi une interview du CPO, du responsable produit d'OpenAI. Et l'autre, en fait, lui pose à un moment la question de quelle est la chose la plus spectaculaire que vous ayez vue comme utilisation de l'IA de votre perspective, en fait. Le gars, il est responsable produit chez OpenAI, donc il sait. Il dit que le truc le plus bluffant qu'il ait vu, c'est leur DRH en interne, qui en fait, un soir, a utilisé ça pour se redévelopper son outil RH. C'est ça le changement. Le vrai point de changement, c'est de proposer aux équipes métiers d'avancer dans leur capacité à développer leurs outils. Ça, c'est aussi un slide d'OpenAI, donc les gens qui font ChatGPT. Ce qu'ils disent, c'est que les sujets sur lesquels
les use cases en fait, sur lesquels l'IA donne des résultats, il y en a 6. Parmi ces use cases qui marchent très bien, il y a la programmation. La programmation, pourquoi? Parce qu'on a des quantités de code colossales à disposition sur Internet, notamment via l'open source, mais aussi parce que on peut savoir plus facilement si le truc est OK, not OK. Ça marche, ça compile, ça fonctionne, et du coup ça permet d'avoir des meilleures possibilités en fait, d'entraînement de ces modèles. Alors oui, il y a un gain pour les développeurs, mais c'est pas ça qu'il faut regarder en fait, c'est que cette capacité-là va faire baisser la marche pour que des gens qui ne sont pas développeurs par métier puissent s'y mettre. Là, j'ai montré un exemple d'application pour faire de l'application, mais en fait, ça peut être aussi pour se faire des workflows métiers. Et ça devient assez trivial aujourd'hui de se dire, ben voilà, je me branche à ce truc-là, quand j'ai un message qui arrive, je fais un appel à un agent IA, je lui mettrai un prompt, je vais lui mettre des choses, et en fonction de ce qui s'est passé, je vais poster sur Slack tel ou tel message ou tel message. Ce qui fait que l'idée de se dire que l'arrivée de l'IA, c'est qu'on va distribuer des licences ChatGPT à tout le monde pour qu'il pose une question par jour, est pas une bonne idée en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est en fait on a la capacité à se faire de l'outillage. Alors pour les développeurs qui ont peur de perdre leur boulot, non, au contraire. Ce à quoi il va falloir s'attendre, c'est une explosion de nombre d'applications qui sont développées. Je parlais de Lovable, donc l'application qui permet de se faire des applications. Et le CEO de cette boîte-là, je crois qu'ils sont passés de 0 à 60 ou 70 millions d'ARR en 4 mois. Et ils sont 20 entreprises chez Lovable. C'est pas mal. Et ce qu'il racontait, c'est que quand ils l'ont mis en prod, le truc, il s'est connecté à un système qui s'appelle GitHub, qui est un système qui permet de stocker du code, de versionner du code. Et en fait, ils ont vu leur compte être fermé, parce qu'en fait, je crois qu'ils créent plus de 10 ou 15 000 nouvelles applications par jour. Donc en fait, c'est ça qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une explosion d'applications et il va falloir gérer ça. Et c'est là qu'il y a du vrai potentiel. Pas dans l'explosion, mais dans la capacité à avoir des nouvelles applications métiers. Alors, s'il y a une explosion des outils IA qui arrivent, la question légitime qui va se poser, c'est quel est le rôle de l'humain là-dedans? Alors, le rôle de l'humain, tel qu'il apparaît, c'est sous cet angle de human in the loop. Quand je dis human in the loop, donc l'idée c'est que y a un humain dans la boucle de ce que fait l'IA. C'est par exemple un argument de vente pour un des outils de workflow. Ils vont dire, regardez, parce qu'une des caractéristiques de l'IA, c'est qu'elle fait des erreurs. Ça restera. Donc ce qu'ils disent, c'est, regardez, l'IA fait des erreurs, mais on a un système dans lequel, si jamais il y a une erreur, l'humain va pouvoir intervenir. Mais ça pose la question de, est-ce qu'en fait le monde du travail qu'on est en train de se fabriquer, est-ce que c'est un monde dans lequel je suis juste là à attendre que la machine ait besoin de moi? Est-ce que c'est vraiment ça qui nous attend? Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Et c'est là que le Lean peut apporter en fait un regard, une intention en fait, sur quel est le rôle de l'humain versus le rôle de la machine. Pour vous parler de ça, en fait, je vous montre une photo. Ça, c'est une Toyota. Vous reconnaissez? Alors, pour être plus précis, c'est pas une Toyota, c'est une Toyoda. C'est une machine, donc c'est une machine à tisser, une machine à faire du tissu, qui date des années 20, qui a été inventée par Sakichi Toyoda, qui était le fondateur de Toyota, donc à la fin des années, je crois que c'était dans les années 90, mais pas 1990, 1890. Et Sakichi Toyoda est un ingénieur autodidacte qui fabrique des choses, il fabrique des machines. À l'époque, la tech de l'époque, l'industrie de l'époque, c'est le textile. Il fabrique des outils pour faire du tissu. Un des problèmes de l'époque, c'est qu'il y a ces machines qui tournent, et quand ces machines tournent, donc il y a du fil qui va comme ça, puis il y a une navette qui fait un quadrillage, et c'est ça qui fabrique du tissu. Ce fil-là a tendance à casser. Quand un fil se rompt, ça va faire un trait comme ça sur le tissu, qui fait que ça va faire des mètres et des mètres de tissu qu'il va falloir mettre à la poubelle ou qu'il va falloir dégrader. Donc ce qu'ils font à l'époque, c'est qu'ils ont des gens dont c'est le métier de regarder la machine. Vous voyez? C'est marrant les premières 5 minutes. Et l'invention géniale de Toyota, ce qui est fascinant, c'est qu'avec des systèmes purement mécaniques, c'est qu'il crée un système qui fait que dès qu'il y a un fil qui casse, la machine s'arrête. Et ça, c'est le point de départ de ce qu'on appelle le Jidoka et de la notion d'arrêt au défaut en ligne. Et on voit le petit dispositif là. En fait, c'est une petite baguette qui est posée sur le fil. Quand le fil casse, ça tombe et ça arrête un mouvement, un truc qui tourne.
C'est vraiment, c'est très ingénieux. C'est très ingénieux au sens c'est très lean. C'est ça. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que c'est ça la naissance, le premier fondement intellectuel du lean, c'est ce principe-là. Et c'est le principe de séparation homme-machine. Là où avant l'homme était subordonné à la machine, l'idée c'est qu'on va relâcher l'humain pour que l'humain fasse des choses d'humain. Donc le lean est une réflexion sur quel est le rôle de l'humain à l'ère de la mécanisation. Et si vous voulez voir quelle est la fiche de poste de l'humain à l'ère de la mécanisation, ben en fait la fiche de poste, on la connaît depuis 80 ans. C'est que le rôle de l'humain, c'est de faire le brief, de dire à la machine ce qu'elle doit faire. En fait, c'est intéressant, c'est ce que racontent les gens d'Anthropic, les gens de Google, les gens d'OpenAI. Quand on leur dit est-ce que ça va remplacer l'humain, le premier truc que répondent les dirigeants de ces boîtes-là, ils disent non, ça ne va pas le faire parce que c'est l'humain qui porte l'intention. On a la capacité à avoir une intention. La machine n'a pas d'intention. Ils ont d'ailleurs même un problème d'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA a du mal à rester sur la même tâche pendant plus d'une demi-heure. Même moi, je fais plus longtemps que ça. Donc l'humain, en fait, il est capable d'avoir une attention, il parle de agency en anglais. Après, bien sûr, l'humain va donner la direction, c'est la machine qui va produire. Et là, en fait, où il y a une façon particulière de voir l'outil, la machine lean, c'est qu'on va doter la machine de la capacité, en fait, à détecter quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment l'histoire de Jidoka, elle va tirer ou allumer le handon, elle va allumer la lumière qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc oui, bien sûr, un premier travail de l'humain, ça va être de réparer, de réagir au handon, mais ça va plus loin, c'est-à-dire que quand quelque chose n'a pas fonctionné, ben, ce qu'on va attendre dans la fiche de poste de l'humain, c'est qu'il fasse la résolution de problème, qu'il aille au fond du truc, qu'il comprenne ce qui s'est passé pour empêcher que ça revienne. Mais on va aussi lui demander de faire du contrôle qualité de ce qui sort, et aussi de travailler sur l'amélioration de la qualité, de faire la maintenance de la machine, et travailler sur l'ensemble de l'amélioration. Donc la fiche de poste dans la danse humain-machine, en fait, c'est quelque chose qui est déjà posé. Si on le regarde avec une perspective lean. Et qu'est-ce que c'est que cette perspective lean ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je vous recommande l'excellent bouquin sur le système économique de Toyota de Olivier Larue, qui montre en fait l'intention profonde du lean. Donc, il y a 3 grands systèmes de production dans la société. On a le système artisanal, on a le système de production de masse, et l'essentiel de nos entreprises aujourd'hui sont dans ce schéma de production de masse. Production de masse, c'est un standard, tout le monde suit le standard, et si jamais il y a un problème, c'est que soit les gens n'ont pas suivi le standard, soit il faut qu'il y ait des consultants ou des spécialistes qui viennent améliorer le standard. Le lean, en fait, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de refaire de l'artisanat de masse. C'est pas, quand on dit que la personne est au centre, c'est que la personne est vraiment au centre. C'est que la vision lean, c'est comment est-ce que je fais une entreprise basée sur des experts, des artisans, et comment est-ce que j'utilise leur expertise, comment est-ce que j'approfondis leur expertise, mais aussi comment est-ce que je les instrumente, comment est-ce que je leur donne un exosquelette qui permet de décupler leur productivité. Donc le lean n'est pas une méthode pour améliorer le système de production de masse qui ne marche pas, le lean est un autre système de production basé sur l'artisanat. Et dans cette vision-là, c'est pas une notion de il y a l'humain dans la boucle. Non, en fait, c'est l'humain qui est au centre, qui porte le truc, et oui, il y a une IA dans la boucle. Alors, si on commence à le voir comme ça, d'avoir une entreprise qui est basée sur l'augmentation de l'humain, ben, la question qui va se poser, c'est mais comment faire pour mettre les gens à bord ? Alors, l'idée fausse là, c'est la 6e, c'est celle sur laquelle l'enjeu serait que les gens adoptent l'IA. Non, pas du tout. C'est pas ça le vrai problème. Je reviens à mon exemple de e-commerce avec mes chefs de produits qui sont en train de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une fiche produit qui donne envie, une furieuse envie d'acheter. C'est un Kaizen sur 2 jours. La partie manipulation IA, je crois que c'était entre une demi-heure et 1 heure sur les 2 jours. Tout le reste, c'était quoi ? C'est quoi les gains business qu'on attend ? Que veulent nos clients ? Qui utilisent ça ? Vous voyez ? Qu'est-ce que ce que je disais tout à l'heure sur les standards ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi les mots qui donnent envie ? Qu'est-ce qui déclenche une envie ? Vous voyez ? Donc c'est principalement un travail de prise de hauteur sur son métier. Et je parle de prise de hauteur parce que la caractéristique de l'IA, ce n'est pas un sujet technique, la caractéristique de l'IA, c'est qu'elle fait de chacun son propre superviseur. Superviseur au sens étymologique du terme, c'est que je me regarde du dessus. Là où avant j'écrivais la fiche,
il faut que j'apprenne la fiche produit, il faut que j'apprenne à prendre de la hauteur et me faire regarder sur quelles sont les règles que j'utilise, pourquoi est-ce que j'ai fait ce mot-là. Donc il y a tout un tas de choses qui étaient, que je faisais de manière intuitive, parce que j'en ai l'habitude, que je vais devoir compenser, expliciter. Ce qui fait que la question de l'adoption de l'IA n'est pas à prendre sous un angle technique, c'est le vrai enjeu, ça va être de repenser radicalement le travail pour tout le monde. Alors, s'il faut repenser le travail pour tout le monde, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Le premier réflexe serait de se dire, on va en parler à tous. Donc je suis dirigeant, j'ai 1000 personnes, allez, faites-moi une ristourne pour mes 1000 licences de chat GPT. Et d'ailleurs, le gars qui est en charge de ça, il faut que tu me montres des statistiques, parce que je veux voir qui dans l'entreprise utilise l'IA au moins une fois par jour. J'aimerais que ce soit une blague, hein, mais c'est du vécu. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée de juste se dire on va embarquer tout le monde comme ça? C'est que c'est pas évident en fait. Repenser au travail. Toute la partie, je dirais, facile, un peu routinière qu'on faisait, c'est parti. Quand c'est parti, qu'est-ce qui reste? Il reste que ce qui est dur, il reste que les problèmes. Il reste que les problèmes. Donc ça veut dire que c'est un changement, enfin, le tapis se dérobe sous les pieds de la personne, et on va avoir un besoin de monter en expertise radicale. La question maintenant, c'est est-ce que vous avez une théorie, est-ce que vous avez une méthode pour obtenir une accélération ou une augmentation radicale d'expertise chez les gens? Je ne sais pas si vous vous intéressez au Lean, mais exactement. Mais en fait, il y a une méthode pour développer très très vite l'expertise des gens, ça s'appelle la résolution de problèmes. Donc, apprendre à faire de l'IA, c'est pas tellement une question de développer le prompting, c'est qu'il va falloir embarquer les gens dans la résolution des problèmes, mais pas la résolution superficielle des problèmes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette résolution de problèmes, on peut aussi s'appuyer sur l'IA. Je vous raconte une histoire de vendredi soir. Donc vendredi après-midi, on commence à recevoir des emails de gens qui n'arrivent pas à se connecter à la plateforme Aino. Du coup, j'ai le réflexe maintenant, je me tourne vers mon ami Claude. J'ai une application web dont l'authentification passe par Auth0. Les clients dont les adresses sont basées sur Microsoft ne reçoivent plus les emails en passwordless. Je l'ai reconnu du contexte. En revanche, les clients qui ont des emails gérés par Gmail se connectent via Google Connect sans problème. Je suis bien connecté sur manage.auth0 machin. Donne-moi une liste des points de rupture possibles qui pourraient expliquer ce dysfonctionnement. Pour chaque point de rupture possible, explique-moi comment mener les tests pour vérifier si c'est bien la cause du problème. Vous voyez ce que je suis en train de faire, je ne cherche pas à résoudre le problème, je cherche à faire autre chose. Je cherche à me former en fait, je cherche à comprendre. J'ai vraiment pas envie, parce que c'est vendredi soir, mais ce que je fais, c'est que je suis en train d'utiliser l'IA pour voir, pour apprendre des choses là-dessus. C'est un sujet sur lequel je ne m'étais pas du tout penché, j'y connais rien. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que j'utilise l'IA pour m'orienter et explorer en fait le sujet. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que comment est-ce qu'on développe de l'expertise? Pour développer l'expertise, pour le faire bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir du problème, et une bonne résolution de problème, ça va consister à redescendre dans le détail mais finalement, comment est faite la pièce à l'intérieur. Vous voyez? Donc une bonne résolution de problème, alors je le vois beaucoup, parce que je travaille avec beaucoup d'équipes tech. En général, quand il y a un bug, vous savez ce qu'on fait tous, vous l'avez fait, non? C'est, il y a le bug, j'ai changé la ligne, le bug apparaît plus, et du coup je sors vainqueur parce que j'ai réussi à éliminer le problème sans apprendre. Mais si on comprend que l'intention, c'est au contraire de développer l'expertise technique, l'enjeu c'est d'engager les gens dans le fait de descendre en profondeur de pourquoi, mais ça marche comment, mais c'est fait comment. Et en fait, c'est en faisant ça qu'on développe à vitesse grand V de l'expertise. Mais les gens ne le feront pas tout seuls, il ne faut pas le faire tout seul. Il faut qu'on le fasse dans le cadre d'une relation avec quelqu'un qui lui va nous aider en fait à faire reformuler tout ce qui s'est passé. C'était quoi le problème? Qu'est-ce que c'était la cause? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui marche? Quelles sont les choses que tu n'avais pas vues? On va se dire. Et pour faire ça, c'est pas les gens eux-mêmes dans les équipes qu'il va falloir soutenir, c'est leur team leader. Ça, c'est le job du team leader. Ce qui fait que la personne clé, en fait, pour développer, pour déployer cette nouvelle façon de penser, ça va être le team lead.
Ce qui fait que l'idée sur laquelle on va embarquer tout le monde en achetant des licences à tout le monde, ça ne va pas donner beaucoup de résultats. Le vrai enjeu, c'est de se dire, OK, on a combien de team leads dans la boîte? C'est quoi notre plan de développement pour chacun? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? J'en parlais précédemment, c'est le réflexe, donc ce serait de se dire, on va lancer des projets IA. Je reviens à ce sujet qu'on voyait au début. C'est une mauvaise idée pour les raisons que je mentionnais, mais je voudrais en rajouter une. Ce qui est intéressant quand on va sur le Game Bar, on va voir des équipes, on a un dirigeant, je vais voir une de mes équipes, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont comme difficulté. Je ne sais pas si vous le vivez, mais à chaque fois ils vont dire « Ah mais moi j'ai fait un... Oui, on a vu qu'il y avait un truc amélioré, on a ouvert un ticket aux équipes techniques. Ah ouais, c'était quand ? C'était il y a 2 ans. » Et ce qui est rigolo, non c'est pas rigolo, c'est que quand on va voir les équipes métiers, souvent en fait elles sont juste asphyxiées, elles sont contraintes parce qu'il n'y a plus d'amélioration possible, parce que la moindre amélioration doit passer par les équipes techniques. Et les équipes techniques, bah ouais, t'es gentil Coco, mais ta requête c'est 1 parmi 926 tickets en attente. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Est-ce qu'on veut vraiment, on a cette technologie qui arrive, est-ce qu'on veut refaire ce machin ou ce cycle dont on sait qu'il n'est pas très véloce? En fait, il faut changer, pour sortir de ce piège-là, il faut changer de perspective et revenir dans les années 50. Ce qui est intéressant, c'est donc le Lean, c'est l'étude du modèle de management Toyota en dehors de Toyota. Et ce qu'on fait quand on fait du Lean, c'est qu'on s'intéresse quelque part à l'histoire de l'entreprise, à l'histoire du business. Plutôt que de se dire, ma boîte, c'est un cas particulier, j'ai rien à apprendre de ce qui me précède, on va se dire, j'étudie en fait ce que c'est qu'une entreprise. On fait ça depuis très longtemps, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Dans les années 50, en fait, donc l'industrie japonaise redécolle après la Seconde Guerre mondiale, portée par tout un mouvement sur la qualité. Un mouvement dont l'impulsion vient des États-Unis, et les Japonais vont reprendre les idées du système d'amélioration de la qualité. Et ce qu'ils racontent, quand on lit leurs livres, notamment il y a un livre d'Ishikawa qui est passionnant là-dessus, il dit en fait, nous on est au Japon, on voit ce truc-là arriver, on se dit c'est génial, il y a tout un tas de méthodes d'amélioration, et le truc qu'on n'arrive pas à comprendre, ce qu'il dit, c'est comme c'est génial, pourquoi est-ce qu'on aurait juste 10 spécialistes qualité dans une usine de 1500 personnes? Puisque c'est génial, il faudrait que tout le monde soit formé. Et ce qu'ils racontent, c'est que dans les fin des années 50, ils vont aller jusqu'à faire un deal avec une radio locale pour faire une série d'émissions de radio pour sensibiliser les opérateurs aux méthodes d'amélioration de la qualité. Et ça, en fait, on a des choses colossales à prendre de ça. C'est de se dire, plutôt que d'en faire encore un énième projet IT, ce qu'on pourrait faire, c'est faire comme eux il y a 70 ans, et de se dire, c'est peut-être le moment plutôt que de centraliser ça au niveau de la tech, de le décentraliser et d'aider les équipes à faire ce qu'on appelle du Kaizen. Donc pour aborder cette question-là, plutôt que d'en faire un projet IA, on va se dire, team leader par team leader, comment est-ce que je soutiens chaque team leader pour qu'il apprenne à faire du Kaizen? Ça veut dire quoi? Qu'il apprenne à définir c'est quoi le potentiel, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher, comment est-ce que je vais analyser en fait ce qu'on est en train de faire. Il va falloir apprendre tout un tas de méthodes, clarifier, pour voir, vous voyez se dire où est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait gratter, générer des idées nouvelles, engager en fait les idées en fait de son équipe pour voir quelles sont les idées intéressantes qui émergent, se mettre d'accord sur une idée qu'on voudrait tester, préparer le plan pour faire l'expérimentation scientifique quelque part, comment est-ce qu'on va aborder le test de cette idée, suivre l'implémentation du plan et faire le check, apprendre est-ce que ça fonctionne. Donc le Kaizen, en fait, le modèle du Kaizen nous donne une façon d'aborder la diffusion de l'IA par la décentralisation, mais aussi par une recherche de gains qui vont être locaux. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire porter par les team leaders en distribué. Par contre, bien sûr qu'il reste des éléments sur lesquels les équipes techniques vont avoir une importance, un savoir-faire, sur lesquels il n'y a pas de doute, que ce soit en termes de sécurité, de structuration de la donnée, ou avec, pour ceux qui sont dans le trip, via les MCP, en fait, pour pouvoir exposer en fait, à des agents les données en fait, essentielles de l'entreprise. Donc l'idée est que la réussite de l'IA va passer par le lancement de projet n'est pas la meilleure des idées. La bonne idée, en fait, ça va être d'enseigner partout le Kaizen. Je finis par une idée fausse sur le Lean lui-même.
Donc on fait du Lean chez Learning to Scale, et on ne fait pas ça tout seul, en fait. On fait partie d'un mouvement intellectuel. On est plusieurs, des auteurs. La France, en fait, est un centre de réflexion très très foisonnant. On doit être, je pense, à l'avant-garde de la pensée Lean dans le monde. Et on a toute une communauté de gens, des auteurs, des patrons, qui réfléchissent au Lean. Et en fait, le Lean, c'est avant tout des gens qui réfléchissent à ce que c'est que le travail. Qu'est-ce que ça veut dire le travail en 2025? Quelle est la responsabilité sociétale de l'entreprise? L'idée fausse qui nous blesse, c'est celle selon laquelle le Lean en fait serait une méthode pour optimiser les process. Tout le monde est convaincu que le Lean, c'est on va aller refaire des revues de process partout, et pas du tout en fait. Donc ce qu'on appelle le Lean, c'est l'étude du modèle de management Toyota en dehors de Toyota, et c'est une pratique personnelle qui commence par les dirigeants, mais qui va toucher chaque manager, qui va s'entraîner en fait à voir des réalités business sous un prisme, sous une grille d'analyse largement éprouvée, qui va lui permettre de voir quel est le prochain pas à faire d'amélioration. Et il y a quelque chose de magique là-dedans, c'est que ce modèle-là, auquel on s'entraîne à voir les choses comme ça, il a une caractéristique, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde l'entreprise là-dessus, on fait émerger la mine d'or, et il y a un truc super qui se passe. On ne sait pas dans quoi on veut mettre les pieds, mais on tombe sur un truc qui marche. Et ce que j'ai fait depuis une grosse demi-heure avec vous, je n'ai rien fait d'autre que d'essayer de regarder le phénomène IA sous la question du Lean. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? C'est que le Lean, en fait, c'est pas une méthode pour optimiser les process. Le Lean, en fait, c'est une méthode pour s'adapter. Donc, on fait pas du Lean quand tout va bien et qu'il faut... c'est le moment on est très nombreux et on a un peu de temps et on va optimiser les process. Pas du tout, pas du tout. En fait, on fait du Lean quand c'est dur. On fait du Lean quand le marché s'écroule, on fait du Lean quand on se fait attaquer par des concurrents, et on fait du Lean quand il y a une vague et un tsunami technologique qui arrive et qui va rabattre les cartes et changer les règles du jeu. Ce qui fait qu'à ce stade, c'est un slide obligatoire en 2025 quand on fait une conférence, il faut que vous le sachiez, c'est dans le standard. C'est que vous avez le choix. Il y a deux pistes. C'est l'IA arrive, est-ce que vous allez en refaire un énième projet centralisé, ou ça va arriver dans le backlog des équipes techniques, ou est-ce que enfin on essaye autre chose? On essaye une approche différente dans laquelle en fait on va soutenir les team leads sur le terrain, leur donner des outils, leur donner des éléments de méthode, leur donner du temps, leur donner du support des ingénieurs techniques pour les aider en fait à essayer de voir ce qui, dans leur contexte, pourrait être un gain business pour les clients, pour eux, localement en fait. Est-ce qu'on fait du central ou est-ce qu'en fait on apprend enfin à relâcher un peu la grappe et puis décentraliser? Voilà. Si vous avez envie de jouer, donc on a déjà fait plusieurs fois ce bootcamp IA pour en 2 jours former des team leads à apprendre la méthode du Kaizen pour aller chercher du pétrole avec l'IA. On va le refaire à la rentrée, donc n'hésitez pas à venir nous voir. J'ai fait le tour, merci beaucoup.